Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Bonsoir, chères créatures de la nuit. Bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et insolites à Fantasia. Je me présente, votre animateur, Simon Predge, et je suis en magnifique compagnie aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous avons avec nous, juste en bas, Éric Arsenault. Bonsoir. Bonsoir. On a juste... Hey boy, j'essaie de... C'est comme la Alors, caméra est à l'envers, j'essaie de pointer. En bas ici, on a notre célèbre Olivier Bigonès. Oh! Et juste à côté de moi, on a Steven Lefrançois de Séance de minuit. Hey, salut! Yeah, des amis! Hey, c'est On le est fun tout qu'on puisse excités. se retrouver après une année de l'autre édition Ouais. Fantasia. Puis j'avais peur, je me disais, bon, cette année, on n'aura pas d'édition Fantasia, puis on ne pourra pas se retrouver. Puis oui, on Non. ne voit pas comme d'habitude, mais on parle de films sur Messenger, puis on a un bon contact, puis gars, là, C'est on bon, parle oui. pareil. C'est le fun, Ouais. c'est le fun. Ouais, ouais. Ben ouais, c'est cool. Ben oui, c'est justement ça. Hein? On va poursuivre la tradition comme à chaque année. On va vous faire des critiques des films qu'on voit à Fantasia, le festival qui est débuté depuis samedi dernier, qui va se poursuivre jusqu'au 2 septembre. Et on va avoir comme ça des chroniqueurs invités qui vont joindre à nous de temps en temps. Vas-y, Bon. Eric. Simon, depuis jeudi dernier. Ça a Jeudi, commencé. ben oui, excuse-moi, Oui, hein. ben oui. Mais non, Jeudi c'est dernier. correct. Écoute, je voulais pas t'arrêter, là. M'excuse, Eric, là. Je Mais voulais non, pas. c'est correct. Ouais, Ben, t'as raison, jeudi dernier. je sais. On a déjà eu la chance de se lancer dans pas mal de films. Je pense qu'à date, c'est Steven qui nous bat tout. Tu nous as dit que t'es rendu à combien de films déjà? Pas loin de 14-15, là. Tabarouette! Comment tu fais? J'ai même pas eu le temps de regarder plus que 5. Ben, c'est con, mais c'est vraiment plus facile à la maison de Ben voir oui. les films, de ne pas être fatigué. Tu sais, souvent, la route, Ouais. revenir, puis tandis que Pour là, la route, j'avoue que ça ça sauve tue. du temps. Hein. ouais, là, littéralement. Puis cette année, je sais pas, là, je me sens dedans, c'est vraiment le fun, puis j'essaie d'en voir le plus possible quand j'ai le temps. Mais Steven, c'est juste que cette année, on peut pas se toucher, maudit. Oui, boy. Madame, ouais, c'est ouais, Steven, il est là. bien content. Hey, vous passez tout Ça a le l'air temps de tout manquer. droit. Ça va faire bien son affaire, moi, je pense. Franchement. Je parlais de serrer la main. Ouais, Ah, ouais. ok, bon, Ouais. merci. La gang de pervers. Ouais, c'est Oui, ça, ben c'est oui, nous autres. Ouais, Ouais. c'est nous autres. Synchronisation. Ah, boy. En tout cas. Hein, on va changer de sujet. Non, mais je voulais commencer par un malaise, c'est bon. Ben oui, c'est comme le veut la tradition. Ben, commençons avec toi, mon Eric. Qu'est-ce que tu as parler de malaise. parlé? Ouais, parlons de malaise. Mais en fait, c'est parce que tu as vu le film qui était, en fait, le film d'ouverture du Ouais. festival cette année qui était The Reckoning. Réalisé par Neil Marshall, qui nous a fait Dog Soldier, que j'avais bien aimé. Moi, j'ai pas vu. Je pense que c'est le seul de lui que j'ai vu. J'ai pas vu le reste. J'ai pas vu T'as pas pas vu vu The Gris Descent? Descent, qui est Ah le oui, oui, classique oui, oui. de Ok. l'époque. Oui, ça, Oui. je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. J'avais oublié. Bref, c'était le film d'ouverture. Et là, je veux pas que personne me lance des tomates. Parce que... Assume! Ah non, j'assume entièrement. Là. Vous pouvez me lancer des tomates pareil, là, c'est pas grave, je vous aime pareil. Là. Au pire, je me ferai une salade. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Puis, la tendance est le contraire. Ouais, tout le monde L'histoire- semble dire que c'était pas super bon. Hein? Non, c'était pas super bon. Mais, écoute, l'histoire est super classique, c'est facile. On est dans un petit coin reculé, là, je m'en souviens plus où, ça n'a pas d'importance. Et on accuse une femme de sorcellerie, évidemment. Et elle se fait mettre en prison. Et là, il se passe 5 jours de torture. Puis, écoute, nous, on était 3. Nous, on était dedans, on capotait, on se faisait des commentaires. Parce que là, l'avantage d'être à la maison, c'est qu'on peut parler pendant le film. Puis, écoute, j'ai été franchement diverti.
moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Je trouvais qu'il y avait une espèce d'hommage un peu au film de la Hammer. Genre, tu sais, la grosse fumée qui sort de la fenêtre. Vraiment épaisse, genre. Mais est-ce que c'était très gothique Oui, oui, dans son c'est genre, très c'est ça? gothique. La musique d'orgue, là, tu sais, pas subtile, mais ô combien efficace. Je sais pas, ça réinvente absolument rien. Là, ça va pas réinventer la roue, il n'y a rien de oh mon Dieu, on n'a jamais vu ça. C'est pas vrai. C'est du déjà vu, tout ça, mais c'est bien fait avec les moyens tu sais, avec un gros budget. Bon, tu sais, certains vont dire si la fille elle se fait torturer pendant 5 jours, elle est quand même encore belle. C'est correct. Ouais, apparemment qu'elle est maquillée comme une fille Oui, de oui, oui. Instagram en Je veux 2020. dire. Hey boy! Ouais. Mais moi, ça m'a pas dérangé. J'ai embarqué dedans. C'est la violence. Puis là, tu sais, ça, c'est un autre débat. Là. J'ai vu qu'il y en a qui se disaient la violence faite aux femmes. Est-ce que ça passe encore? Moi, je pense que oui, parce que bon, c'est dans un contexte historique. Ouais, correct, mais là, c'est ça aussi. Là. Attends, t'es-tu en train de dire que de la violence faite aux femmes au cinéma, c'est plus bien vu? Non, mais j'ai vu des drôles de réactions. Ouais. J'ai eu des commentaires genre si t'es le moindrement féministe, tu vas jumper. Mais, Ben oui, mais c'est ça comme tu je veux dis. dire, c'est Oui, normal. oui, je sais. On est dans une drôle d'époque, il faut le dire. Là, je pense avec la pandémie, tout ça, les gens sont peut-être à fleur de peau un peu. On se faisait c'est vraiment une drôle de comparaison que je vais faire, là, mais tu sais, l'homme invisible que Elisabeth, j'oublie son nom. Elisabeth Moss. Oui, Moss, merci. Ça fait battre pendant 1 heure et demie. Je veux dire, on n'en a pas fait de cas, là, tu sais. Mais bon, bref, fin de la parenthèse. Mais t'as vu des commentaires mais le passer traitement est pour... différent. Ouais, mais tu sais, elle se fait, écoute, elle se fait varloper pas mal, là, tu sais. Ben, Bref. tu vois, je suis déçu de ne pas l'avoir vu par rapport à ton commentaire parce que moi, j'aurais pu vous dire, l'ayant recherché pas mal, j'aurais pu vous dire si dans la réalité historique, c'était plus élevé ou Ben si oui, c'était plus sûrement. élevé dans le film. Puis entre vous et moi, là, sachant comment ils torturaient ces accusés-là à l'époque des chasses aux sorcières, Ouais. j'ai beaucoup de misère à croire que le film a pu faire quelque chose de plus élevé que la réalité. Parce que dans la réalité, là, les séquences de torture, là, c'était quelque chose. Là, c'était terriblement horrifiant. Là, est-ce que vous avez vu The Devils de Ken Russell, qui est pas mal le Ben top oui. dans Oui. ça? Je Oui, veux dire, oui. ça donne déjà une vague idée de tout ça. Là, Ben, n'importe quel, je te dirais, si on parle de torture faite envers les femmes, tu as juste à regarder les non-exploitation ou les nazi-exploitation des années 70. T'en as appel, puis c'est assez graphique. Là. Et gratuit. Ben oui, c'est gratuit. OK, mais bon, j'étais curieux, excuse-moi. Non, J'étais quand même correct. curieux de ça. Non, mais c'est correct, tu sais, c'était pas si je voulais pas nécessairement m'attarder à ce débat-là non plus, que je trouvais plus ou moins pertinent. Mais, tu sais, tout le monde disait que c'était cliché, tout ça, mais on dirait que quand tu embarques dans un film comme ça, tu sais à quoi t'attendre un peu. Ça va pas révolutionner le genre. Tu sais, ça fait très grand public. Mais, écoute, moi, j'ai fait « Oh, wow, ça commence bien le festival! » J'étais vraiment enthousiaste. Les acteurs sont super bons en plus. Moi, j'ai rien à redire, là. Fait que dans le fond, dirais-tu que oui, c'est un film qui réinvente rien, c'est pas un si grand film que ça, mais que tu as quand même eu du fun dans sa réalisation en mettant un peu ton switch à off finalement? Oui, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, c'est violent, mais par rapport aux femmes, mais les hommes passent au cash aussi quand même. Le dévoilement, c'est correct, j'étais satisfait. Mais tu sais, tu fais un gros bol de popcorn, 2-3 bières, tu t'emmerderas pas tant que ça. Moi, je trouve, là. Moi, ça m'a diverti. Okay. Est-ce que je vais la revoir? C'est une reine dans une maison hantée, finalement. Oui, ben c'est ça. Tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre, là. Je suis pas en train de dire ça non plus, là. C'est pas le pire film que j'ai vu, là. On va en parler tantôt, là. C'est pas le pire film que j'ai vu. Vraiment pas. Non.
Vraiment pas. All right. Non, mais moi, je me disais, si vous tripez, genre, film, tu sais, fantastique, un peu, tu sais, gothique. Creature features, quand tu regardes le poster un peu, là. Why not? Tu sais, C'est possiblement ça, donc, le problème. Les gens, comme c'est un film de festival, l'ont peut-être jugé un peu durement en se disant c'est le film d'ouverture, faut que ce soit grandiose. Ça ne l'a pas été à leurs yeux, donc ils ont peut-être été. Parce que c'est ça aussi, on va se le dire. Hein? En festival, on a des grandes attentes, puis je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on juge peut-être durement. Et peut-être que c'est un film, justement, comme tu dis, très de base, très divertissement, sans réflexion, puis les gens l'ont jugé peut-être. Non, si vous tripez, Neil Marshall avait réalisé 2 épisodes, je m'en souviens plus lesquels. Game of Thrones. De Game of Thrones. Si vous avez aimé ça, je suis sûr que vous allez trouver votre compte là-dedans. OK. Écoute, il y a du sang, puis il y a du feu, puis il manque juste mais je suis vendu! Il manque juste un dragon. Boule de feu! En tout cas, moi, je trouve que, en tout cas, je vais peut-être être l'exception qui confirme la règle, mais je trouve que les gens ont été vraiment durs envers ce film. All right. Cool, on passe au prochain. Steven, notre invité, on a vu, je l'ai vu moi aussi, je vais pouvoir jaser avec toi. Nice. Tu as vu Fried Barry? Oui, j'ai essayé de piger dans ce que j'ai quand même apprécié. Puis Fried Barry, je trouve que c'était un bon candidat pour commencer à parler de films du Fantasia parce que ça a une grosse vibe Midnight Movie. Genre de film que tu tapes à minuit dans la salle du Fantasia avec une foule en délai pour avoir du gros fun. Moi, ce qui m'a vraiment plu par rapport à ce film-là, c'est que c'est réalisé par Ryan Gruger. C'est son premier long-métrage. C'est tiré de un de ses courts-métrages. Avant tout, c'est un acteur qui a joué dans beaucoup de choses. Je l'ai su par la suite. Et c'est un acteur que j'ai quand même beaucoup apprécié dans ce que j'ai vu, notamment dans la série Warrior, que je le trouvais vraiment bon. Et moi, j'ai une fascination pour les acteurs qui décident d'aller derrière la caméra pour leur premier long métrage. Souvent, c'est expérimental, ils essayent des choses, puis je trouve ça inventif. Et Fried Barry, c'est pas mal ça, en gros. On va suivre le personnage de Barry dans les 5-10 premières minutes, où c'est sans doute l'être humain le plus détestable que vous pouvez rencontrer dans votre vie. C'est un crackhead qui se fout de l'humanité, qui ne prend pas ses responsabilités en main. Il y a une femme, un enfant, il n'est pas là pour sa famille, il s'en contrefou. Lui, il préfère aller dans les bars le jour, se saouler, puis le soir, aller se droguer, puis aller vaguer sur un petit nuage. Fait qu'après 5 minutes, tu te dis, crime, je vais-tu suivre ce personnage-là dégueulasse pendant tout le long? Oui, mais il va y avoir un petit twist dans tout ça. Durant un soir, lorsqu'il va marcher dans la rue, il va se faire spotter par un extraterrestre qui va le kidnapper, faire des expériences sur lui, un peu dans une séquence à la Fire in the Sky, mais beaucoup plus psychédélique, vraiment cool visuellement. Et l'extraterrestre va rentrer dans le corps de Barry et prendre le contrôle. Et là, l'extraterrestre va juste vaguer dans la ville et connaître les petits plaisirs, entre guillemets, de la vie, de la société, voir un peu comment l'être humain se comporte. Et là, on va se retrouver dans une espèce de grosse satire de la société qui n'est pas subtile, qui est encore moins subtile qu'un épisode de South Park, mais qui a une vision assez dark et nihiliste de la société. Et en gros, c'est pas mal ça pendant l'heure et demie, 1h30, 2 heures, je suis même plus certain du temps que ça dure. Mais pour moi, c'est un mix entre Under the Skin avec le trash d'un trauma, puis E.T. de Steven Spielberg. Oh, OK. C'est vraiment... Je n'ai pas vu encore, mais... Oh, OK. C'est vraiment un drôle de Skin. Ouais, Under the Skin, là, c'est un peu l'équivalent de Scarlett Johansson qui se promène puis qui fait des rencontres bizarres durant les nuits. Mais c'est ça, Barry va rencontrer beaucoup de gens qui vont vouloir coucher avec lui. On ne sait pas trop pourquoi. Le gars, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment weird, mais c'est ça. Il va rencontrer toutes sortes de personnages, puis c'est une accumulation de péripéties qui sont parfois vraiment le fun, d'autres que j'ai trouvé peut-être un peu en dessous. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est que le petit extraterrestre qui est à l'intérieur de Barry est crissement plus attachant et agréable à suivre que Barry lui-même.
Puis je trouve que ça a quand même une vision assez drôle de nous présenter un personnage qui ne vient pas d'ici, qui est plus sympathique que pratiquement tous les êtres humains qu'on va rencontrer au courant de son aventure. Et j'ai été surpris à quel point qu'on vague entre des moments plus trash puis des moments plus touchants. Puis c'est ça que je trouve que le réalisateur réussit à maîtriser. Les moments où que Barry, l'extraterrestre, va être plus présent pour la femme et son enfant que Barry lui-même. J'ai trouvé ça vraiment touchant. Il va réussir à reconnecter cette famille-là. Puis il y a vraiment des passages que j'ai trouvé vraiment réussi émotionnellement, notamment sa finale. J'ai mentionné E.T., mais c'est pas pour rien. Le dernier acte de ce film-là, c'est vraiment du E.T., puis j'étais sur le bord pratiquement d'avoir une petite larme. J'ai trouvé que c'était très maîtrisé. J'ai trouvé que c'était très maîtrisé au niveau des émotions. Mais entre ça, si vous avez envie aussi d'avoir des moments plus trash puis sanglants, le film va loin. Tu as des séquences d'accouchement vraiment weird, assez sanglants. Tu as une péripétie avec une espèce de tueur qui kidnappe des enfants, qui va virer en espèce de bataille de Chainsaw. À un moment donné, Barry va se retrouver dans un asile psychiatrique. Vraiment, là, on passe dans tous les genres possibles en une nuit. Fait que c'est pas le genre de film qui va forcément plaire à tout le monde. Il faut être un peu friand de ce côté-là trash, puis apprécier l'humour et le manque de subtilité qu'on peut, mettons, retrouver dans un soft park. Moi, c'est pas tant mon genre. D'habitude, les films de même, j'aimais ça quand j'avais 16 ans. Maintenant, mes goûts ont évolué. Je suis moins friand, mais la proposition est tellement énergique, le réalisateur a tellement des idées, puis il y a quand même un sujet qui veut élaborer sur la table, qui fonctionne, que j'ai passé un méchant bon moment. C'est divertissant. C'est pas un film parfait, mais pour une première réalisation, je trouve que le gars maîtrise plutôt bien son sujet, puis l'acteur qu'ils ont pris pour faire Barry, qui a l'air vraiment d'un crackhead, est génial là-dedans. Il est vraiment génial. Ouais. Fait que c'est vraiment réservé à un public averti qui n'ont peut-être pas le cœur sensible. Je trouve que c'est une expérience assez le fun. OK. J'ai moins aimé ça que toi, moi. Oui, ça se peut, t'es pas tout seul. Il y en a plusieurs qui n'ont pas adhéré. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des affaires que j'ai adorées, puis il y en a d'autres que j'ai détestées. Fait que j'ai beaucoup de misère à déplacer ma réflexion ailleurs que 5 sur 10, disons, pour mon appréciation. Parce qu'au final, tu l'as très bien dit. Mais je vais le formuler autrement. Je pense que c'est un film qui manque de maturité avant tout. Ah oui, définitivement. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec Soft Park. C'est pas mature pour une scène. Non, c'est ça. D'autres de pénis puis des trucs comme ça, il y en a. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas grave parce que d'ailleurs, vous allez le voir avec le film que moi je veux parler tantôt. Je veux dire... Aujourd'hui, je vais être mal placé pour dire que j'aime pas les jokes de pète et de pénis, soyons honnêtes. Mais en réalité, c'est que normalement, j'aime vraiment pas ça. Ça me fait plus rire. En fait, je pense que ça m'a jamais fait rire, les jokes de graines, puis de queue, puis de pète, puis de marde, puis de vomi. Puis tout ce que je viens d'énumérer se trouve dans Fried Barry. Oui, exact. Mais c'est ça. C'est ce côté-là... ça m'a gossé. J'ai trouvé que c'était trop bébé, niaiseux. Je suis comme... Tu sais, tu tiens un gros morceau entre les mains. Pourquoi tu le scrapes avec des jokes de pète? Ça a été ma réflexion. Tout ce qui se passait, ça me tapait ses nerfs. Mais maintenant, le positif, c'est que c'est merveilleusement bien réalisé. La direction photo, le visuel est... débile mental, c'est j'ai goût de le dire en anglais, là, astonishing, tu sais. C'est éblouissant, justement. Sa direction photo, son éclairage. C'est bien difficile d'haïr complètement le film à cause de ça, tellement c'est bien réalisé. Fait que ça m'a gagné un peu. Aussi, le fait qu'il y a un très bon rythme, c'est très rapide, il se passe toujours quelque chose, on n'arrête jamais. Fait qu'on n'a pas de temps mort, on s'ennuie pas. Fait que même si j'ai comme haï l'histoire, j'ai haï le propos, j'ai haï ce qu'il racontait dedans puis ce qu'il faisait, je me suis pas ennuyé. J'ai pas trouvé le temps long. Ça s'écoute très bien. Puis comme je dis, j'ai été époustouflé par le visuel. Mais j'ai de la misère à aller ailleurs que 5 sur 10. Je pense que le réalisateur, il va gagner beaucoup avec le temps, avec l'expérience. Il va beaucoup s'améliorer. Mais il y a déjà des qualités indéniables en main. Là.
Ben, c'est ça, tu sais, moi je vague entre le 3, 3,5 sur 5, tu sais, je vague entre les deux parce que comme toi, puis comme je le disais, tu sais, c'est pas tant mon genre d'humour, je suis rendu ailleurs en termes de cinéma, C'est mais ça. m'attendant à rien, puis surtout qu'après les 20 premières minutes, je me disais, ça ressemble à un court-métrage qu'on va avoir étiré, j'ai l'impression que je vais décrocher, puis non, j'ai trouvé qu'il a quand même réussi à trouver des bons éléments, puis des bons thèmes à élaborer pour en faire un long-métrage, puis tu sais, il y a vraiment des moments que j'ai trouvé réussis, puis j'ai trouvé ça addictif de suivre les péripéties de ce petit extraterrestre-là. Oui, c'est moins subtil, puis c'est moins maîtrisé, puis mature que Under the Skin. Évidemment, comme je dis, c'est la version trauma, mais je sais pas. Écoute, moi, des fois, je m'attends à ce genre de film-là dans un Fantasia du Midnight Movie, puis je trouve que dans tout ce que j'ai vu à date, qui essaie d'aller dans cette vague-là, celui-là s'en tire quand même relativement bien. Ouais. Là. Mais tu sais, c'est pas parfait non plus. Ben moi, ça a d'ailleurs été mon premier film. J'avais le goût justement de commencer mon festival avec un Midnight Movie. C'est ça, c'est le premier que je me suis tapé pour ça. Fait que dans cette optique-là, je peux pas me plaindre. J'ai eu exactement ce que je cherchais. All right, on passe au prochain. Olivier, toi, tu as vu 12 Hour Shift. J'ai hâte que tu nous parles de ça. Oui, j'ai vu 12 Hour Shift comme Steven et Eric hier. Yes. Je pense qu'on a toutes des opinions différentes par rapport là-dessus. Ça va être le fun, ça. Oh que oui! Donc, c'est sûr que c'est un film que, cette année, moi, au niveau de Fantasia, j'ai plus lu les synopsis et je n'aurais pas regardé les bandes annonces pour faire changement pour les années précédentes. Je voulais juste me lancer là-dedans. Même chose. C'est sûr que moi, je suis un fan d'Angela Bassett. J'aime les films, même des fois, ça fait des films de merde. Quand elle est là, je trouve qu'elle a une présence à l'écran. C'est Une très bonne que j'aime actrice. beaucoup. Puis, c'est sûr qu'au départ, je me souvenais même pas que c'est une genre d'espèce de comédie noire. Fait que, tu sais, l'histoire, c'est assez simple. Là. Je veux dire, c'est une femme qui est toxicomane, qui est infirmière, qui s'en va faire son chiffre de 12 heures, puis que, on the side, finalement, elle vend des organes, finalement, pour s'auto-suffire, si tu veux, là, avec son problème de toxicomanie. Sauf que là, le soir où finalement, elle donne, je pense que c'est un rein à sa cousine, la petite blonde là, qu'on voit là. Bon, c'est ça, elle donne un rein pour le marché noir. Puis, la petite blonde est vraiment détie, elle oublie le rein se fait voler. La mère pogne dans l'hôpital, ben raide. Elle, c'est comment je pourrais dire? Bria Grant en tant que telle, où moi je l'ai connue en tant qu'actrice pour Heroes. Je pense que la première chose dans laquelle je l'ai vue. Elle a un physique qui ressemble un peu à Kristen Bell, je trouve. Puis après ça, elle a joué dans Halloween 2 de Rob Zombie. Donc là, elle signe son premier long métrage, non, son deuxième long métrage. Ouais. Puis on s'entend que c'est un film qui n'a aucun moyen, là, qui n'a pas vraiment beaucoup de budget. Ça, c'est clair. Ça, Écoute, ils sont dans un hôpital vide où pendant tout le long du film, il n'y a aucun médecin. Juste une couple d'infirmières. Puis, écoute, ils vont meubler, si tu veux, là, ce côté mise en scène, ils vont meubler les scènes avec, bon, il va y avoir une photocopieuse là. C'est où on va mettre un poster là, mais c'est vide. Tu n'y crois pas que c'est un hôpital, là. Bref, c'est sûr qu'il y a un gros manque d'expérience en tant que réalisatrice de cette fille-là. Okay. Par contre, c'est sûr que moi, ce que je retire, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est à quel point c'est ridicule, puis les dialogues entre femmes, les décisions niaiseuses, la petite blonde Chloé là-dedans, qui est psycho, là. Sa cousine, pareil, là, là, on a perdu un organe, donc là, je vais aller poignarder un gars dans le parking de l'hôpital, mais finalement, j'ai pas pris son rein, j'ai pris son bladder, genre, sa vessie à la place, ou je vais aller empoisonner un gars, genre, qui s'est dialyse, genre, pour ses reins, en lui faisant boire du bleach. Puis Angela Bassett dit, ben, t'es bien épaisse, ce genre, comme tu l'as tué pour rien, parce qu'anyway, ses reins sont finis, genre. Fait qu'ils sont à la recherche d'organes. Et d'une stupidité incroyable. C'est vraiment niaiseux. Ça sort pratiquement d'un scary movie. C'est ça. C'est vraiment niaiseux. Puis comme Eric mentionnait hier quand on se chattait, puis que c'est comme un genre de dark humour, de théâtre d'été. Ah, c'est un mauvais théâtre d'été, là. Angela Bassett,
qui est juste... je dirais pas que c'est son meilleur film. Là. Je sais que... Je m'excuse, je me souviens plus de son nom, là, celle qui était là la semaine dernière, la programmatrice... Michel Richard. Oui. Michel Richard. J'ai pris une chance. Puis... c'est sûr qu'Angela, dans son rôle de femme qui s'en fout, mais nonchalante, là, elle s'en fout de tout le monde, elle s'en fout. La façon qu'elle traite ses patients, là, c'est... Okay. Je dirais pas ça. Non, moi non plus. Son rôle, c'est vraiment, je suis une toxicomane, je suis brûlée de faire des hour shifts, puis elle s'en sac ben raide. Angela est la meilleure chose du film, puis j'ai trouvé sa performance vraiment bonne, puis c'est dommage qu'elle soit coincée dans l'écriture de ce personnage-là, puis dans ce film-là, parce que on la voit tellement pas assez, puis elle est tellement bonne, fait que c'est vraiment dommage. Moi, je trouvais que c'est David Arquette qui s'en tirait de ça, là, David Arquette. Parlons de David Arquette, OK? David Arquette, je comprends que David Arquette, il est ami de Matt, Jordan, Tara, qui est actrice aussi dans le film. C'est des amis en tant que tel. OK, c'était pour ça qu'il est là. Il y a Lucky aussi, bientôt. Là, c'est Bria Grant. Ce soir? Oui, ce soir. Donc, on est réalisatrice, finalement, de 12 Hour Shift, qui est actrice là-dedans. C'est comme une petite clique. Puis, David Arquette, là-dedans, on s'entend qu'il aurait pu être joué par n'importe qui. Puis, au bout de... Le film dure quoi, 1h30? À 87 minutes. Écoute, il parle 3 fois. Fait que je comprends que certains acteurs, pour vrai, sous contrat, t'es payé aux lignes que tu dis. OK? Je me dis, c'est tout ça, parce que c'est des David Arquette, tout ça, mais je te le dis, il va se tenir debout dans un corridor, il va se sauver, il va tenir un couteau. Il est sous-utilisé, puis je trouvais qu'il ferait un bon psychopathe, mais il est vraiment mal utilisé. Moi, je m'attendais à ça, que lui foute la merde dans l'hôpital, puis que non, il est juste là, puis il est comme gentil, tu sais, puis... Je vais te dire quelque chose de positif. Quand même par rapport au film. Les seules 2 choses que j'ai aimées vraiment, là, j'ai fait « Oh wow, on a quelque chose ». Quand une des infirmières se met à chanter, ça vire comme en comédie musicale, j'ai fait « Oh yeah, là ça marche ». Puis, quand l'ambulancier s'est mis à danser, j'ai fait « Oh, on a quelque chose ». Je dis « Ben, ce film-là, aurait été magique en comédie musicale. » Peut-être. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas en tout rapport. J'étais comme, qu'est-ce que tu essaies de faire? T'essaies-tu de nous faire un moment à la Magnolia, genre, où le monde se met à chanter, puis tout? Je suis comme, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je trouvais que ça n'avait pas sa place. Donc, moi, je te dirais que ce que je retiens là-dedans, les dialogues, écoute... Les dialogues entre eux autres, la façon qu'ils traitent les patients, où il y a une scène où il y a une madame qui sort d'un coma, puis là, tu as la Chloé, je me souviens plus de son nom dans le film, je pense que c'est Tino, quelque chose comme ça. Puis là, elle est en train de charcuter tout le monde dans l'hôpital pour voler des organes, tu sais, parce qu'elle ne veut pas se faire tuer, puis que l'autre est puke dessus, puis elle dit « You better not giving me any disease », puis elle veut comme l'étouffer avec un oreiller. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement over the top, niaiseux, que j'ai ri. Il était tard aussi. Je suis content pour toi. Ouais. Mais est-ce moi, j'ai zéro ri. Moi, je donnerais à ce film-là vraiment un solide 4.5, 5 sur 10. Je pensais que c'était sur 5. J'étais comme, my God. Non, il sonne pas du tout comme ça. Là. Non. Mais Angela Badies sauve le film. OK? J'étais content de la voir. Elle a fait sa job. J'ai ri. D'autres personnages m'ont fait rire, mais si ça n'aurait pas été elle, je pense pas. Honnêtement, je n'aurais pas eu d'intérêt. Vraiment pas à regarder ce film-là. Avez-vous quelque chose à ajouter, les boys? Ben, écoute, moi, je veux juste souligner que hier, on n'était pas choyé. Samedi soir, il y avait The Curse of Audrey, machin truc, avant, qui était horrible, pas bon. Ça. Puis là, avec ça, moi, ça m'a achevé. Moi, j'ai fait bon, coup d'art. Mais moi, je dirais mauvais théâtre d'été. Le pire mauvais théâtre d'été, c'est ça. L'acting était correct. Quand même. Ben, ça zigzaguait. Dès que tu étais focusé sur Angela Baptiste, t'es comme, est-ce qu'elle est solide? Puis dès que tu as une autre actrice qui était à côté d'elle, qui jouait, j'étais comme, elle sonne tellement faux à côté de Baptiste, là, notamment la jeune fille avec sa mère. Là. J'ai vraiment trouvé pas bonne. Je trouve très gentil avec Baptiste. Vraiment.
C'est plate parce que c'est le genre de premier... premier, c'est son deuxième, vous avez dit? Ouais, c'est son genre deuxième. de... Elle a écrit aussi, elle a écrit le scénario. C'est le genre de comédie noire en huis clos qui se déroule sur 12 heures, d'où le titre, ou que ça va être une accumulation de péripéties, d'où de malchance par-dessus malchance, jusqu'à temps que ça vire en gros bordel puis en gros chaos. Puis tous les éléments sont là pour qu'on ait quand même une solide comédie ça avait noire. du potentiel, là. Mais... Puis ça essaie d'être énergique, un peu comme à la Good Time, là, que nos héros n'arrêtent pas d'accumuler la shit. Puis j'ai l'impression que le pacing ne marche pas. Il y a un gros problème de pacing. Et voilà. Tu sens pas le build-up arriver. Il n'y a pas de high. Non, il n'y a pas de high. Puis il y a un gros problème d'écriture. C'est vraiment au niveau de l'écriture. Oui, L'humour ça noir manque de finesse et d'intelligence. J'ai jamais ri à aucun moment, malheureusement. C'est même pas drôle. Non, c'est ça. C'est ça le problème. Une comédie noire... que tu ris pas, il y a un problème. Non, c'est ça. Puis c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a un gros problème de pacing, puis un gros problème de ton. Elle zigzague beaucoup entre... comme tu dis, des fois, on arrive dans de la comédie noire avec du gore, de la violence, puis d'autres moments avec de la comédie musicale, puis t'es comme... T'as de la misère à essayer de trouver un ton, t'essaies de trop mettre de choses dans ton film. Moi, je m'ennuyais de la comédie musicale. Let's go, assumer. Mais je te le dis, pour moi, ça serait pas loin d'un honneur, ce film-là, Simon, parce qu'il y a tellement de moments où quand moi je riais, exemple, quand sont cachés en arrière de la machine à soft drinks, c'est tellement niaiseux, mais j'étais crampé, je suis comme, c'est niaiseux, tu sais, mais moi, je trouvais ça drôle. J'ai pas pris le film au sérieux une seconde. Quand je ne savais pas que c'était une comédie. Vraiment, le film commence, Angela Bassett fume, puis là, il y a une conversation au hôtel puis une infirmière. Je suis comme, OK, cool, tu sais, comme, she's back, tu sais. Mais là, quand tu vois où ça s'en va, puis que c'est un film qui, clairement, c'est pas un film qui a été tourné en ordre chronologique, là. C'est inégal, mais je m'en foutais rendu là. Genre, moi, c'était comme, OK, what's next? Quelle autre niaiserie encore, tu sais, qu'ils vont faire? Fait que c'est de ça, moi, que je riais surtout. C'est un film qui se prend pas du tout au sérieux. Puis c'est dangereux parce que quand tu décides de faire un trailer ou un film d'horreur qui se prend pas au sérieux dans la comédie puis que ça va loin, c'est difficile à maîtriser parce que souvent ça tombe à plat. Puis c'est difficile de faire une bonne comédie d'horreur. Puis il faut vraiment que tu maîtrises ça parce que sinon, quand tu n'as pas la bonne ligne, tu tombes juste dans le mauvais. Puis c'est ça qui arrive malheureusement avec ça. Mais... moi, c'est pas le pire film que j'ai vu, en tout cas, cette année. J'ai vu vraiment pire. Mais c'est quand même une déception quand c'était mon seul visionnement hier soir de live. Moi, à date, c'est mon pire. OK, ben... Attends. Ouais, c'est à mon tour de parler de pire. Vas-y. Je vais déplacer des films que j'avais sélectionnés parce que là, vous avez parlé de quelqu'un. Puis, moi, en fait, c'est un film que j'ai vu hier soir. En fait, la première va être lundi le 24. Donc, quand l'épisode va sortir, la première va être déjà sortie. Je veux bien sûr parler de David Arquette. Là, il faut qu'on parle, les boys. Vas-y, exprime-toi. You Cannot Kill David Arquette, ça se dit un documentaire, dans le fond, sur l'histoire de Arquette dans le milieu de la lutte. Faire une histoire très courte, il a joué à un moment donné dans un film qui s'appelle Ready to Rumble. Film de lutte. Oui. Et ils en ont fait la promotion en amenant David Arquette à la WCW. Puis ils l'ont fait lutter avec des vrais lutteurs. Et à la fin de la saison, ils lui ont fait remporter la ceinture de champion du monde. Ça a fait de la marde. OK? À la vue, du point de vue des fans de lutte, il a tué la lutte, littéralement. Okay. Donc, pendant un temps, tout le monde détestait David Arquette. Le documentaire en question ne s'attarde sur cette affaire que 6 minutes, je pense, maximum. Oh, quand même, hein? Moi, je pensais que c'était un doc là-dessus, mais non. Mais ça aurait dû. Parce que ce que c'est au final, c'est un peu comme le chemin de croix de David Arquette pour retourner à la lutte et un peu gagner ses galons. C'est-à-dire, il veut regagner le respect de l'univers de la lutte en montrant qu'il est capable de lutter pour vrai puis qu'il respecte le sport.
C'est ça le doc. Mais appeler ça un documentaire, là, c'est pousser sa loque en maudit. Ce n'est pas un documentaire. C'est, selon moi, à peine de la télé-réalité. D'ailleurs, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un projet qui avait été créé pour être un show de TV-réalité. Ça aurait fait même d'ailleurs beaucoup plus de sens. J'avais l'impression de regarder Occupation Double WCW. Shit. Ah, ben littéralement, parce que tout est stagé. Quand je dis que tout est stagé, là, on a des scènes avec la famille qui joue avec les chiens dans la cour, là, des scènes avec les enfants, puis là, des gens de sa famille qui parlent de lui, mais qui apportent rien, jamais, aucune information autre qu'il aime la lutte. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est pas mal tout ce qui est dit par les membres de sa famille. Vas-y, Eric. Est-ce qu'ils sont tous là? Je veux dire, Rosanna, Patricia, je l'ai vu dans le trailer. Ils sont tous là. Je vais le faire. Je vais mettre le trailer. Son ex, es-tu là? Courtney Cox. Courtney Cox est là, puis je ne sais pas pourquoi, parce que comme les autres, elle fait juste dire « Il aime ça, la lutte, je sais pas pourquoi il fait ça. » Oh my God! C'est, je veux dire, on a des belles séquences de Courtney Cox qui joue avec des chiens, qui joue avec des enfants, avec de la belle musique. Est-ce qu'elle joue avec son botox? Hey man, pour vrai, on va se le dire. C'est pas le sujet de la critique, là, mais elle est méconnaissable. On va se le dire. Là. Ouais, si c'était pas écrit en dessous, c'est Courtney Cox, ça se peut, je l'aurais pas reconnu. Okay. On l'aime pareil. Là. Mais bon, je suis neutre, mettons. Là. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont créé comme un univers fictionnel, mais dans la vie réelle. Fait que ce qu'ils font, c'est que il amène David Arquette faire de la lutte avec plusieurs volets de la lutte. Il l'amène dans de la lutte de cours amateur. Tu sais, des gens qui se pètent des néons d'en face dans la cour chez maman. Là. Ouais. Il va faire ça. Ils s'en vont faire de la lutte lucha libre. Il va l'amener à quelques endroits comme ça pour le former comme lutteur. Okay? Il y a des scènes qui sont très cool, il y a des affaires très réussies. J'enlève pas ça, mais c'est ça. J'avais vraiment l'impression d'être Occupation Double où ce que là, les lofters, ils s'en vont faire un voyage. Aujourd'hui, vous allez apprendre aujourd'hui la cuisine d'Afrique du Sud. Oh, hurrah! Mais là, c'est Arquette qui... Aujourd'hui, David, tu vas apprendre la lutte mexicaine. Hurrah! Puis il y a des beaux plans de caméra et tout ça. C'est vraiment ça, le film. Et en plus de ça, c'est vraiment pas monté avec pertinence. Je sais pas si... J'ai même pas le goût de regarder c'est quoi le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. Ils sont deux, je pense. C'est déprimant. J'ai pas le goût de les nommer, c'est trop chien, je trouve, parce que ils n'ont aucune idée de comment monter une histoire. La base de ce qu'aurait dû être le doc est résumée dans les 5 premières minutes. Là, après ça, on a plein de séquences garrochées avec du monde, des séquences de lutte, de la musique. On comprend pas trop. Ça file comme une introduction. Là, à un moment donné, l'introduction, là, ça fait 15 minutes qu'on est dedans. On n'a toujours rien appris. On ne comprend pas ce qu'on est en train de nous montrer vraiment. C'est plus, on dirait quasiment que c'est un vidéoclip. Puis là, soudainement, au bout de 15 minutes, on a notre première scène d'émotion. Tu sais, on a toujours un moment dans un film ou dans un doc, mettons comme ça, où c'est très personnel, où ce que la personne est un peu en introspection, puis qu'elle réfléchit sur son parcours, puis qu'elle vit des émotions, puis elle va verser une petite larme dans un beau décor champêtre. Mais là, ça, on a ça à 3-4 reprises, d'ailleurs, dans le film. Et la première arrive au bout de 15 minutes, quand on n'a encore rien appris. Fait que là, c'est quoi le style de rapport? David Arquette, je comprends qu'il est connu, là, on n'est pas comme dans une fiction où on n'est pas encore attaché au personnage. Je comprends. Mais là, moi, David Arquette, c'est pas un personnage auquel je suis attaché. Ça fait 15 minutes que tu m'as pas donné encore d'excuses ou de raisons pour m'accrocher à ce personnage-là. Puis là, tu tombes dans les émotions stagées, arrangées avec le gars des vues, en HD, dans un décor tout
placé pour que ce soit beau, là, tu sais, sur le bord de l'eau avec un coucher de soleil. Puis là, tu nous parles de tes émotions, puis je veux juste être respecté puis aimé par les lutteurs parce que j'aime ça, la lutte. Je voudrais juste être accepté. Dude, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi qui se passe? Puis là, après ça, c'est son cheminement. On a des séquences, à un moment donné. Tu sais, dans la bande-annonce, on voit une séquence à l'hôpital. Je l'ai regardé avec attention, Doc. Je sais toujours pas ce qu'il crissait à l'hôpital. Pourquoi il était là? Puis là, il montrait, là, ça, c'était dramatique. Là. Il nous montrait qu'il était en train de le geler, puis il le piquait, puis il le piquait, puis il le piquait. C'était comme... Puis là, il devenait fou dans son lit, puis il essayait de le contrôler. Mais on ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas ce qu'il donne, on ne sait pas c'est quoi le problème, on ne sait pas c'est supposé amener quoi, puis d'un coup que la scène à l'hôpital est finie, on passe à autre chose. Ça n'avait pas rapport. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il n'y avait aucune ligne directrice pantoute, là. Il n'y a pas de... Elle prend à peu près 35 minutes, 40 minutes à s'enclencher. Moi, ça m'a pris 1 heure à comprendre c'était quoi la ligne directrice. Puis là, quand j'ai compris, c'est exactement ce que j'ai dit j'étais avec mon beau-frère. Parce que lui, il écoutait la lutte. Lui, il a vécu live l'événement David Arquette à la WCW. C'est pour ça qu'il était là avec moi. Tu sais. Puis, au bout du Nord, on a fait OK, c'est ça. C'est une occupation double de David Arquette. Si on avait su ça dès le début, si c'était mieux packagé, peut-être que j'aurais mieux apprécié. Ben, ça aurait été quand même mal réalisé à mes yeux, mais j'aurais pu apprécier dès le début ce que je regarde. Là, à la place, je pensais que c'était un documentaire, mais on n'a aucune timeline. Tout ce qu'on nous montre, on n'a aucune idée à quel moment ça arrive dans l'histoire. C'est-tu dans le temps? C'est-tu aujourd'hui? C'est-tu demain? On ne le sait pas. Il n'y a aucune timeline. Puis ça, c'est comme la base d'un documentaire. On dirait que, je sais pas. Je comprends pas ce film-là. Pour moi, c'est juste une espèce d'infopub pour David Arquette puis montrer qu'il est donc cool. Mais ça amène à rien. Vous allez rien apprendre sur rien ni personne. Je comprends pas l'utilité de ça outre peut-être une infopub pour David Arquette. Tu as mentionné quelque chose avant qu'on commence. Bon, c'est ça, je m'en vais poser une question à Olivier, puis il s'en va. Olivier, bon, on va t'attendre. Oui, excuse. Quel timing! Au moment. Ben oui, je me dis, Olivier, j'ai une question, il sac son camp. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas vu, mais toi, tu as vu le fameux documentaire de Phoenix qui est sorti une couple d'années. Tu sais, de la façon que tu me l'as décrit, j'ai eu l'impression que c'était ça. C'était un peu comme un infopub. Mais c'était quoi finalement le film de Phoenix déjà? Tu peux-tu nous le rappeler? Le film de Phoenix, c'est comme lui finalement qui avait comme fait à croire, si tu veux, là, qu'il voulait devenir rapper. Ah oui, c'est ça. Fait que là, tu le suis un petit peu avec ses amis, son équipe, dans une espèce de déchéance où il est vraiment tout croche. Bref, ça a déjà... À t'écouter, ce faux documentaire-là de Joaquin Phoenix seulement a l'air vraiment plus... tu y crois peut-être un petit peu plus, là. Mais je ne sais pas si d'autres l'ont vu aussi, ce documentaire-là. C'est pas quelque chose que j'affectionne plus ou moins. Là, on voit qu'on s'entend, c'est un très bon acteur, là, mais c'est pas un doc... pendant 1 an, ils suivent, genre, parce qu'il veut devenir rappeur. Là. Finalement, c'est juste un gros scam. Là. C'était pas vrai, là. OK, ben c'est un peu comme ça. Mais sauf que David Arquette, je doute pas un instant que c'est un vrai passionné de lutte. Je doute pas un instant qu'il était déçu de son apport à la lutte à l'époque puis qu'il voulait montrer au milieu de la lutte qu'il pouvait être cool puis qu'il pouvait être apprécié puis qu'il y avait un respect du sport. C'est ça. Ça, j'en doute pas. C'est ça son chemin de croix, si on veut. Mais tu sais, c'est juste... Le problème, c'est ça. C'est un peu comme l'affaire de Phoenix. C'est juste trop stagé. C'est arrangé avec le gars des vues. Si je le pouvais, je vous montrerais une scène. J'ai failli le faire. J'ai failli le filmer avec mon cellulaire hier, dans la TV. Pas gentil, ça. Ben non, je ne l'ai pas fait non plus. Tu sais, je veux dire, je peux pas faire ça. Là, c'est vrai. OK, vas-y. Mais tu sais, on peut pas faire ça, c'est pas respectueux, puis c'est pas de même ça marche, la business, on le fera pas.
Mais j'aurais adoré vous montrer ça, justement. Là, il vient de se battre avec les Lucha Libre, puis là, ils veulent montrer qu'ils ont vécu un moment, là, tu sais, ils ont bondé ensemble, les boys, là, tu sais, puis là, c'est comme... Ah, David Arquette, il fait partie de la gang. Fait que là, après leur combat de lutte, leur journée, en fait, ils passent comme 12 heures ensemble. Puis là, après ça, ils s'en vont fêter, ils s'en vont boire, ils s'en vont triper. Puis là, ça finit avec une séquence au lever du... Ah, sac! Celle-là, là, j'aurais pitché mon verre dans l'écran. Ils sont dans une séquence, OK, ils sont comme dans, tu sais, un espèce de désert rocheux du Nevada, là, style. Ouais. Okay? Bon, très Mexique, là, mais je pourrais pas vous dire où. Mais ça vous donne une idée du décor, là, tu sais. Là, le plan... T'as comme David Arquette qui est ici, debout. Mettons, sa face est ici, là. Il est debout comme ça sur une roche. Puis là, en arrière ici, de l'autre bord, chacun sur leur propre rocher, t'as les 5 autres gars Lucha Libre avec leur masque. Puis là, t'as David Arquette qui est tout seul plus loin en avant, là, tout arrangé comme plan que le gars des vues pour que ce soit beau. Là. Puis là, David Arquette, il fait... Lucha! Puis il est content, puis là, il crie vers le soleil, puis là, les autres gars en arrière sont contents. Puis là, t'as une dernière shot de toute la gang ensemble, les 6 qui font Lucha! Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu me mets ça dans E-Man, puis je suis en colère. Tu me mets ça dans Kalinours, puis je trouve ça cave. Va pas mettre ça dans un documentaire! Ça me pompe, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ça? C'était une fin de scène d'Occupation Double où ils viennent de vivre une expérience en gang, puis là, yeah! Ils se tapent tous dans la main en criant une cochonnerie, genre. Ça avait pas rapport. J'étais réellement en colère à cette séquence-là. J'étais comme, c'est pas ça, un documentaire! C'est un mockumentary, c'est ça? Non, c'est ça l'affaire. Ils ont un processus sérieux, même si c'est un peu anodin, là, son chemin de croix. Okay. C'est pas présenté comme un documentaire. Les batailles sont vraies. Là. Il va se faire péter la gueule avec des néons, là, je vous le dis. Là, c'est violent par bout. Là. Puis tu y crois. Mais on dirait que il a monté un film comme de la lutte, c'est-à-dire que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Et où la ligne? C'est où le scénario là-dedans? Puis c'est un peu ça. C'est comme un choc. Tant qu'à faire, genre, t'as tout aussi bien de regarder The Wrestler, genre comme... Ben, rendu là, oui. Véridique, là. Ouais, ben tu sais, en fait, ils ont monté une histoire de processus pour David Arquette pour devenir lutteur. On dit, faudrait-tu te battre là, faudrait-tu te battre là, faudrait-tu te battre là. Ils l'ont fait. Ils ont inséré ses émotions. Puis là, tous les matchs, c'est ça le concept. Là, tous les matchs, il est perd. Puis son but, c'est d'en gagner un. Puis à la fin, évidemment, il en gagne un. Puis là, au final, tout le monde est content. Puis il se fait faire des câlins par les autres lutteurs. Là, il est accepté, fin. Mais, je veux dire, n'importe qui sait c'est quoi de la lutte, donc tout le monde, le sait que c'est pas parce que t'es bon que tu vas gagner un match, là. C'est pas de la boxe, c'est pas un sport de compétition, c'est un sport de théâtre. Il y a pas de « Ah, maintenant il est bon, fait qu'il gagne un match ». C'est pas de même si ça marche, la lutte, c'est scénarisé, puis c'est pas grave, là. Mais viens pas nous faire croire que t'es rendu meilleur, puis que là, tu gagnes un match. C'est pas ça, la lutte! Fait que je vais donner 2 sur 10 à David Arquette parce que c'était n'importe quoi. C'est vraiment dommage. J'aurais adoré prendre les images qui ont tourné et moi-même monter un doc avec. Je suis convaincu que ça aurait été meilleur. En fait, on devrait faire ça. Ils devraient mettre tous les clips dans un drive et inviter les gens à monter des docs. Là, on aurait plein de docs éclectiques avec les mêmes images, puis ils seraient tous meilleurs que You Can Kill David Arquette. Montez votre propre montage. Je suis désolé, fallait que ça sorte. Écoute, est-ce que ça va mieux? Un petit peu quand même.
Ouais, je dois l'admettre, ça va Ah! beaucoup mieux. Je suis désolé, David Arquette. J'ai rien contre la personne. J'ai rien contre son histoire. Pour vrai, David Arquette, je trouve même que quand il veut, ça peut être un très bon acteur. Là. J'ai rien contre ouais. son histoire. Mais c'est pas un bon documentaire. En fait, c'est pas un documentaire. C'est... Je ne sais pas ce que c'est. C'est une télé-réalité. C'est une télé-réalité arrangée avec le gars des vues. That's it. D'accord. Bon, passons à quelqu'un de plus positif un peu. J'ai envie d'entendre parler de Columnist. Ça a l'air que ça, c'était fucking Ouf. bon. Oh! Eric et Olivier, Oui. vous avez vu ça. Moi, je viens de le finir là. Ah oui, Ah, ouais, c'est ça ok. que t'as fini là? Ah, Ouais. ok. Moi, ça a été, je pense, mon premier film que j'ai vu. OK. C'était le premier. Écoute, histoire simple, mais totalement efficace. Une chroniqueuse, c'est un film Hollandais. Ah oui, hollandais, merci. Je cherchais mon pays. Chroniqueuse dans un journal et elle se fait ramasser royalement par les commentaires sur Twitter, principalement sur Facebook aussi. Mhm. Mais solide, là. Ah Genre, ouais? sale pute, tu mérites de mourir, Ouais. blabla. Comme dans la réalité, dans le fond. Oui, Et pareil, voilà. là, genre, on la traite même de pédophile à m'amener. Le pédophile. Ah oui, Non, hein? pédosexuel. Oui, vraiment Ouais. la grosse affaire. Et Attends. Tu parles dans l'histoire, là, c'est le scénario, ça. Oui. OK, excuse-moi. De la façon que tu l'as dit pendant une seconde, j'avais l'impression que tu parlais genre sur Non. des chats, là. En fait, Excuse-moi. Non. Je Non, mais sur fatigué, là. Twitter, tu sais, elle a un compte Twitter, puis elle a un compte Je Facebook, comprends. puis elle se fait ramasser là-dessus. OK. Et elle décide de m'amener, c'est assez. Je vais aller me venger de chaque personne qui fait des commentaires en les tuant. Oh! Parallèlement, sa fille qui est au secondaire se bat pour la liberté d'expression, puis elle l'encourage là-dedans. Bref, on est là. Là, on est dans une comédie noire très cinglante. Ouais. Tu sais, comment ça s'appelait, là? Attends, la réalisatrice de l'autre, là? 12 Hour Shift. J'oublie son nom. La réalisatrice de 12 Hour Shift, c'est quoi son nom déjà? Ah, Bria Grant. Oui, prends des notes. Écoute ce film-là, prends des notes. C'est comme ça qu'on fait une bonne comédie cinglante, noire. C'est comme ça. C'est super drôle. C'est un film de son temps. En fait, peut-être que c'est un film qui va peut-être mal vieillir dans 10 ans, mais là, on est exactement dedans. Je trouve ça super intéressant de voir l'espèce de parallèle. Tu sais, on se dit pour la défense de la liberté d'expression, excusez-moi, je cherchais mon mot. Puis en même temps, elle va tuer le monde qui n'est pas d'accord avec elle, qui la traite de tous les mots. Je trouvais ça super bien réalisé. C'est beau, étonnamment beau. Il y a une scène, parce que ce qui arrive, c'est quand elle tue les gens, elle leur coupe un doigt. Et elle les met elle les cache dans une boîte à saucisses. Ouais. Non, mais de petits pois. Ah, je pensais que c'était des saucisses. Non, parce que elle a plein de ouais, mais doigts. je vois l'image avec les petits pois. Et il y a une image, tu vois, dans le fond, tout l'écran, c'est des petits pois avec les doigts et c'est super beau. Oui. C'est vraiment super beau. Puis je trouvais cool aussi quand elle se promène, disons, dans l'épicerie, tu vois les tweets apparaître en haut. Fait que tu peux lire en même temps qu'est-ce que les gens ils disent. Je trouvais ça vraiment efficace. Ça fonctionnait bien. C'est cinglant au bout. Comme je disais, c'est d'actualité. La seule affaire que j'aurais aimé, c'est que les meurtres soient un peu plus représentatifs des commentaires des gens. Elle aurait pu être inventive par rapport à ça. C'est un peu plus banal par rapport au meurtre, mais n'empêche que c'est une comédie hyper efficace. Autant il y a des bons moments de tension, surtout vers la fin. Et il y a, je dirais pas de punch, mais il y a un discours qu'elle fait à une de ses victimes qui est venu résonner en moi. Là, tu te dis, en fait, qui devrait résonner chez tous les trolls, chez tous les gens qui font des commentaires. À un moment donné, il dit, tu sais, te rends-tu compte que tes mots t'écris, ça m'empêche de dormir?
ça me fait du mal, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de fonctionner dans ma vie. Est-ce que tu es conscient de ça, là? Puis là, ça, j'ai fait wow! C'est pour ça que je dis peut-être que le film, dans 5-10 ans, va peut-être mal vieillir si c'est plus d'actualité. Mais bref, vraiment belle surprise. Et attends, j'ai le nom du réalisateur. C'est son premier film en plus. Ouais, C'est Ivo Van Hart. Ouais. Premier film, franchement, impressionnant. L'actrice, je l'ai son nom aussi. C'est Katja. Attends, Katja Herbers, qui jouait dans Westworld, qu'on a pu voir là-dedans. Super bonne. Autant sa fille aussi. Leur relation est vraiment intéressante. C'est ça, tu sais. Après, la petite, après ton directeur de compte, sa mère, elle encourage. Parce que tu sais, t'as le droit. Tu sais. Bref. Moi, par rapport à ce film-là, vu que c'est frais dans mes mémoires, là, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, là, ça se peut que j'arrive un petit peu en temps avant qu'on commence à enregistrer et tout. Un autre film que j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai lu le synopsis, je suis embarqué là-dedans. Je suis pas très, très familier avec cette actrice-là, quoique je l'ai vue dans Westworld, tout ça, puis dans d'autres films aussi, d'autres téléséries. Puis, y a-tu, pour n'importe qui nous écoute, là, OK, y a-tu des amateurs ici du film Serial Mom? Ah oui, ça c'est un classique. Okay? Ben oui, clairement. Fait que, à un moment donné, là, quand tu regardes le film après son premier meurtre, qui est vraiment comme banal, c'est un coup de tête, là. Puis on rentre dans une vibe pendant peut-être un petit 30 minutes de Serial Mom, puis j'aimais ça. Puis je te dirais que, comme Eric dit, c'est extrêmement d'actualité présentement. Okay? Si on parle autant de la pandémie, autant Black Lives Matter, tout ce qui ressort, les complotistes là, ces temps-ci, tu sais. Fait que Facebook, Twitter, puis elle est rendue où elle se dit, aïe, on peut-tu juste échanger, puis de ne pas être la même opinion, mais de pouvoir échanger entre nous autres dans la politesse puis dans le respect, tu sais. Fait qu'elle, Twitter, puis les mauvais commentaires, ça commence à l'obséder. Tu sais, le monde dit, va pas lire les commentaires, laisse faire, tu sais, mais elle, c'est plus fort qu'elle. Fait que c'est des commentaires tellement haineux, là. On dira pas les mots, genre, mais il y a des affaires fucked up là, qu'elle se fait dire, puis à un moment donné, comme, OK, la switch, elle a plus d'inspiration pour écrire, puis à chaque fois qu'elle fait un meurtre, ce que j'aimais, c'est qu'elle revient, puis là, elle t'inspire au bout, puis elle finit son livre. Oui, parce qu'elle écrit un livre en même temps, c'est vrai. Là, whoop, elle retombe sur un autre Twitter, puis là, comme là, ça la démange. Fait ça te montre aussi à quel point, là, que tu le sais pas, là, OK, sur Facebook ou sur Twitter, c'est facile de retracer quelqu'un, là. Puis elle te le montre à quel point, c'est sûr que, écoute, c'est pas une détective ou c'est pas... c'est facile de retrouver quelqu'un, tu sais. Fait que faites attention à ce que vous dites sur Internet. Vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Puis elle dit à une de ses victimes à un moment donné, genre, you've met with the wrong fucking whore that you call the fucking whore. Genre, comme... Si vous saviez ce que j'ai déjà fait pour me venger... Non, j'en dirai pas trop. Juste non, Mon Dieu! Simon est en train de faire une confession. C'est ça. J'en dirai pas plus, mais effectivement, vous savez, moi, là, j'ai grand cœur, je suis une bonne personne, je suis débordant d'amour. Mais venez pas me faire chier parce que je sais me venger, je sais vous retrouver. Je l'ai fait. Mais je suis d'accord avec Oli, genre, parce que le titre de ma critique, c'était « Ne jamais lire les commentaires ». Mais veut pas, on en vient un peu obsédé. Et ce que je trouvais aussi intéressant pour compléter ce que Ali disait, c'est qu'à un moment donné, elle dit je suis une personne fine, là, genre, je suis fin, tout ça. Puis, souvent, les victimes, quand ils sont confrontés, puis j'ai vu ça, écoute, j'ai vu ça dans un documentaire sur Télé-Québec, j'ai oublié le titre, malheureusement, là. Quand tu confrontes les trolls, ben là, tu sais, je voulais pas vraiment dire ça, mais là, non, tu sais, c'est une blague, c'est une joke. Voilà. Là, en tout cas, mais comme elle leur dit, tu sais, comme méchante gang de losers avec vos laptops, genre. Là, je suis là, je suis en avant de toi, là, OK? Puis on s'entend que c'est pas une femme, c'est pas Wonder Woman, là, OK? Non, vraiment. Incapable de rentrer chez vous, pareil, incapable de dire ce qu'elle a à dire, tu sais.
Puis, elle n'a pas tout le temps des réponses, comme justement, comme celle-là, là, je m'excuse, non, puis elle n'arrive pas, c'est pas apparent qu'elle veut te tuer, là. Mais le fait que, regarde, cette femme-là a été écœurée de se faire, je dirais, un peu féministe aussi, là, au niveau de ce film-là, parce que ce n'est que des hommes en tant que tel. Je me suis dit, à un moment donné, est-ce qu'elle va tomber sur une femme qui va lui dire des propos haineux ou quoi que ce soit? Mais non, c'est vraiment juste des hommes. Puis, je te dirais qu'entre autant, elle encourage sa fille, comme tu disais, au secondaire, tu sais, une genre de mère qui est un peu bohème, un peu, puis liberté d'expression, freedom of speech, puis je t'encourage, puis oui, si tu veux traiter, genre, comme ton directeur d'enculé, genre, comme sur une banderole, whatever, vas-y, genre, tu sais, mais en contrepartie, tu parles, t'expliques à ta fille que c'est correct d'avoir la liberté d'expression, mais regarde la liberté d'expression qui se passe sur les réseaux sociaux, puis ce qu'elle a dit en tant que tel, fait que le contraste en tant que tel était étrange un peu. Ouais, mais ça... Puis, cette actrice-là, sérieusement, je vais garder un œil sur elle parce qu'elle m'a vraiment, vraiment impressionné. Je m'attendais à rien, moi, ce matin, là, OK? Puis, j'ai vraiment aimé ce film-là. À chaque fois qu'elle enligne quelqu'un, juste le regard, là, qu'elle leur donne avant de rentrer, tu le sens que... Écoute, c'est bien subtil, puis je trouvais que c'était tout en nuance, mais tu sens un peu sa main, genre, au début, de faire comme... Tu sais, là, la rage en dedans d'elle, puis que sans dire la fin, sans dire la fin, j'ai encore l'image de la fin splendide, vraiment... c'était écœurant, c'est beau. Tu parles de la fonte du générique? Non. Le fading, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. La dernière, ouais. Mais vraiment, celui-là, là, OK, vu que je suis encore sur un high de l'avoir regardé, j'ai hâte de le réécouter pour vrai. C'est un film que je vais m'acheter, que je vais me procurer. Moi, je donne un beau 8 sur 10 à ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. La même note, j'avais donné 4 sur 5. Ah, moi, j'ai vraiment aimé ça. Recommandé. Là, j'ai bien aimé 12 ça. Hour Shit. Prends des notes, ça fait. Je vais en revenir à m'amener. All right. Hey, le temps s'écoule comme mon grand-père. On va enchaîner avec Steven qui va nous parler de Perdida, qui est un film qui fait vraiment longtemps que... ça fait longtemps que c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais qui est dans ma liste puis que j'ai hâte d'entendre parler, justement. J'ai hâte de savoir à quoi m'attendre avec Perdida. Vas-y, Steven. Bien, Perdida, nouveau long-métrage mexicain. Là, je vais peut-être massacrer son nom de Jorge Michel Gros, je crois. C'est pas évident. Carl. C'est le réalisateur. Le réalisateur de We Are What We Are, qu'on avait eu, que j'ai beaucoup apprécié. Puis j'avais également aimé beaucoup le remake de Jim Mickle, qui était différent et qui était bien également. Puis c'est un remake d'un film colombien de 2011. Qui a été très salué par la critique, qui, malheureusement, je ne crois pas qu'il soit disponible ici. Enfin, je n'ai pas pu l'écouter pour faire la comparaison, mais j'aurais vraiment aimé ça. Et Perdida, ça raconte l'histoire de Eric. Eric est un grand chef d'orchestre de renommée. Non, pas toi, Eric. Là. Je sais. Quelqu'un l'histoire de ma vie. Non, mais là, c'est quelqu'un qui a plus de classe et d'affinité. Là, c'est différent. Oh! Mais... je t'aime, Steven, moi aussi. Non, mais c'est ça. C'est un grand chef d'orchestre de renommée. Il vit bien sa vie. Puis un soir, durant un orage, il rentre chez lui pour aller rejoindre sa femme. Mais en arrivant là-bas, il se rend compte que le garde-robe est vide. Les valises sont plus là. Et il y a une tablette avec une vidéo de sa femme qui lui explique qu'elle n'est plus capable, que son emploi du temps d'orchestre prend trop de place, qu'il est en train de s'enfoncer là-dedans. Fait qu'elle a décidé de le quitter. Et lui, il prend ça vraiment mal. Fait qu'il décide d'aller dans un bar, d'aller saouler, mais vraiment intense. Puis il y a une des serveuses qu'elle voit puis qu'elle capte un peu sa détresse, puis elle se sent un peu mal pour lui. Puis là, il décide d'aller rentrer chez lui, pareil, même s'il n'est pas apte à conduire. Elle décide inconsciemment de le ramener chez elle, pareil, vu qu'elle ne veut pas qu'il arrive d'accident. La relation va être un peu weird sur le coup. Il ne va même pas lui dire merci. Il va juste dire « Ouais, c'est ça, content de t'avoir rencontré », puis il s'en va. La journée d'après, il retourne voir la serveuse et comme je m'excuse de mon attitude, est-ce que tu voudrais que
je puisse t'inviter à sortir puis te remercier de façon plus dignement. Et il va développer une petite relation avec cette serveuse-là qui va venir chez lui, qui va avoir des relations sexuelles assez rapidement. On dirait pratiquement un one night tellement que ça va beaucoup trop rapidement. Et la police va se pointer chez lui 2 jours après pour lui dire « Votre femme semble avoir disparu. On ne retrouve aucune trace. » Et même lui, il est secoué, il ne comprend pas trop la situation. Puis tu as la serveuse en même temps qui est comme « Ah, tu as une femme? Tu ne m'as pas dit ça, mais écoute, elle aime quand même beaucoup sa maison qui est très luxueuse. Elle aime le gars, elle aime sa personnalité. Fait qu'elle décide de rester là. Leur relation continue pareil à se développer, mais il commence à avoir des choses bizarres dans la maison. Elle commence à trouver qu'il a l'air d'avoir des secrets, des bruits bizarres. Il y a vraiment des choses qui se cachent derrière tout ça. Et est-ce que Eric serait derrière tout ça? Est-ce que Eric aurait peut-être tué sa femme? J'arrête à partir de là. C'est un film en temps normal qui est très difficile de critiquer parce qu'après une demi-heure, il arrive un twist. Il arrive un autre twist. C'est un film qui mise beaucoup sur ses twists. C'est un trailer qui vague dans le côté très Hitchcockien. Ça m'a rappelé beaucoup les trailers érotiques de voyeuristes des années 90. Moi, j'affectionne ça. Je trouve ça vraiment le fun. Et c'est un genre de retour un peu à ça. Et... En fait, c'est ça que j'allais dire. Avec les images, avec ton résumé, j'avais le feel justement d'un thriller, un suspense des années 90 américain. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est tellement réalisé avec la classe d'un David Fincher pratiquement. Là, c'est vraiment next step face à son We Are What We Are. Une genre de mise en scène très classique qui semble suivre un peu le côté orchestral du personnage principal. Puis c'est vraiment bien emballé. Il y a des ficelles qu'on voit peut-être venir, mais je trouve qu'il arrive à détourner un peu ces ficelles-là et à venir apporter des petites surprises vraiment le fun. J'aime un peu aussi que ça s'en va. Ça réserve des moments assez hard, des moments assez le fun. C'est un trailer qui a un bon pacing. Ça ne l'arrête pas. Je dirais peut-être qu'il manque peut-être un petit peu de viande dans l'entour des personnages. Fait que des fois, il y a des décisions, je suis comme « Ah ouais, déjà, tu fais ça, tu le connais à peine. » Fait que je trouve qu'il manque de développement. Je ne sais pas si face à l'original, c'est peut-être mieux géré. J'aurais vraiment aimé ça le comparer. Puis j'ai trouvé que la finale, même si, somme toute, est bonne, manquait un plus gros bang pour que tu finisses la gueule ouverte et que tu dises « Aïe, méchant bon trailer. » Mais pareil, même si ça ne révolutionne rien, je m'attendais à rien, puis j'ai vu ça, puis j'ai passé vraiment un bon moment. C'est le genre de trailer qui fait du bien, puis c'est pas forcément le film qui va être dans la plupart des tops du festival, mais c'est efficace. C'est efficace, puis j'ai vraiment apprécié ça. Puis c'est disponible sur demande. Puis c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui arriver avec des films qui sont seulement disponibles sur demande, qui ne sont pas forcément mes coups de cœur ou les meilleurs films que j'ai vus, mais que c'est des films qui semblent peut-être passer un peu plus dans le beurre. Inaperçus. Puis je trouve que les gens devraient peut-être y jeter un regard, puis que ça propose des divertissements quand même de bon calibre. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Fait que c'était Steven, est-ce que tu parlais de rebondissements, qu'il y en avait plusieurs. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que c'est... Oui, c'est des bons rebondissements. Okay. Honnêtement, c'est efficace. Puis comme je dis, il y en a peut-être un que tu peux voir venir. Prévisible, là. Oui, prévisible. Mais somme toute, la façon qu'il l'amène, il l'amène différemment. Puis c'est bon. C'est bon. Est-ce que je vais crier? Tu cries tout le temps. Mais là, Eric, tu te fais des toasts puis tu cries. Mais c'est ça. Non, mais comme dirait mon chum, j'allais au théâtre et j'ai fait un saut une fois. Bon. Non, mais c'est ça. C'est pas un film de jumpscare. C'est vraiment un trailer avec une vibe érotique. Puis, parce que, honnêtement, Simon montrait le poster tantôt, puis j'étais comme, oh my god, on se croirait comme la Santa Barbara, quelque chose de genre. Là. 90, vraiment. Ouais, ça file vraiment ça, mais c'est juste que c'est je pense que je vais l'écouter à cause de toi. Ah, ben nice. C'est ça le but. Hein? Je sais, mais là, tu m'as vendu. J'aime ça, ce genre de film-là. Nice. All right. Merci, Steven. On va en faire 2 autres pour aujourd'hui. On passe à Olivier. J'aimerais ça que tu nous parles justement. Eric aussi l'a vu. Climate of the Hunter. Non, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est Steven. Moi. Ah, Steven l'a vu. Steven qui l'a vu. Parfait. Donc, présente tout ça. Climate of the Hunter, c'est l'histoire, là, rapidement, là, c'est après 20 ans, une vingtaine d'années, monsieur, là, je me souviens plus de son nom, c'est Wesley, qui retourne dans un cottage, un petit peu le campagnard là, en forêt,
où il va rencontrer deux sœurs que ça fait à peu près 20 ans qu'il n'a pas vues. Puis, ensuite de ça, une des sœurs, ben, les deux sœurs ont comme une certaine attirance, si tu veux. Là. C'est quand même des dames d'un certain âge, lui aussi, envers ce monsieur-là qui est un auteur. Et puis, là, ensuite de ça, une des deux croit qu'il est peut-être un vampire. Puis, ensuite de ça, c'est à se poser, est-ce que c'est sa mentalité, elle? Est-ce qu'elle souffre d'un trouble mental, quoi que ce soit? Est-ce qu'elle s'imagine des choses? Est-ce que c'est un vrai vampire? Est-ce que, bon, elle hallucine, quoi que ce soit? Tu sais, fait que c'est... Comment je pourrais dire? Ce film-là, c'est un autre Blind Watch en tant que tel. Un film avec très peu de moyens. Le réalisateur en tant que tel, il se donne avec plusieurs styles. Puis moi, Steven, on s'entendait. Lui, Steven trouvait qu'il avait vraiment un look à la Ingmar Bergman par moment. Puis, moi, je trouve pas. Ben, en fait, moi, je trouvais que ça avait une esthétique de Love Witch, mais Oui. que c'était un film dans ses thématiques qui était très Bergman. Puis j'ai vu beaucoup de comparaisons à Persona. Puis c'est ça, en gros, c'est vraiment une étude de caractère, de personnages, puis de dialogue alentour d'une table, puis du jello, tu sais, des salades de jello. C'est très ancré dans ce genre de rythme-là qui est pratiquement inexistant. Tout passe à travers les dialogues puis les personnages. C'est ça. Le problème où moi j'ai eu, c'est que il y a des moments, regarde, comme tu vois cette scène-là, les scènes intérieures comme celle-ci, comme qu'on voit présentement, il y a vraiment une finesse. Regarde, on va dire ça, c'est malade, cette bout-là. La lumière sur les yeux qui vient voiler les yeux dans le noir, quoi que ce soit. Fait que, le trailer a vraiment l'air de « Hey, wow, j'embarque dans vraiment quelque chose de visuellement intéressant. » Puis c'est pas faux en tant que tel. Il y a beaucoup d'éléments intéressants. Toutes les scènes extérieures viennent briser l'atmosphère parce que la qualité d'image n'est pas pareille. Il va jouer avec différents styles parfois. On peut tomber, on va dire, dans du psychédélique avec des visages de chats puis de lézards puis d'affaires comme ça. Donc, moi, ça m'a agacé qu'il mélange un petit peu trop. Je comprends ce qu'il essaie de faire, qu'il essaie de montrer ce qu'il est capable de faire. Mais comme tu dis, les dialogues, OK, qui se trouvent, je pense que tu en as 4. Tu as 5 soupers ou 4 soupers autour d'une table et c'est vraiment de la nourriture comme toi puis Laurence, vous aviez fait dans un party, Simon. Je me souviens plus du terme. C'est du spam, tu sais, avec des saucisses crues. C'est rétro, là. Tu parles des espèces, comment ça s'appelle? Les aspics. C'est ça. C'est comme un jello légumes, finalement. Oui, mais à chaque souper, bon, t'as ça. Puis, les personnages qui arrivent, c'est sûr que les deux sœurs, je trouvais intéressant un petit peu la relation qu'il y avait entre elles, si on veut. Tu sais, clairement, ça se passe, je suppose que ça se passe dans les années 70. Le réalisateur était assez wise pour pas nous montrer aucune voiture. On est dans un cottage où tu peux décorer ça dans l'ancien temps et ça paraîtra pas. Fait que tu ne sais pas si c'est vraiment intemporel ou s'ils choisissent d'avoir ce look-là ou quoi que ce soit. Mais je te dirais qu'au niveau de l'étude de personnages comme ça, si on parle de Persona qui est un masterpiece, moi, quand la rousse, voyons, je me souviens plus de son nom, là, qui ressemble un petit peu à Molly Shannon avec un mélange de Caitlin O'Neill. Non, mais pour vrai, ces personnages où le Wesley qui a vraiment un look comme Steven, tout le monde discutait hier à la Hammer d'un Christopher Lee, d'un Dracula. Tu sais, même si c'est un homme qui est âgé, il est séduisant, il a une voix qui est suave, il s'exprime bien. Mais les conversations sont tellement plates. Assis autour de la table, j'étais assis, puis je suis comme, je m'emmerde, je m'ennuie. C'est plate. Puis il y a des personnages qui arrivent, le fils qui arrive à un moment donné, qui repart, bon, OK, une relation qui est plutôt difficile avec son père, qui aurait enfermé sa mère dans une espèce d'asile qui a l'air d'un camp de vacances, sérieusement, là. Tu fais avec
les moyens que tu as, mais ça, j'ai pas compris le rapport non plus là-dessus. Tu as la fille d'une des sœurs qui vient aussi à un moment donné, puis il y a un autre qui a un problème de relation avec sa propre mère. Donc, j'ai pas trouvé que ça venait vraiment apporter grand-chose. Je sais qu'il y a un côté analytique de l'infini, de l'univers à un moment donné que Wesley explique dans le film. J'ai pas trouvé ça intéressant, malgré qu'il y avait du visuel qui était intéressant. Les dialogues, c'était flatline. Je m'en foutais, mais j'ai hâte que ça finisse. Puis la finale qui est vraiment... qui me laisse sur ma faim en tant que telle, que tu ne sais pas, bon, OK, c'est-tu un vampire, c'est-tu pas un vampire, c'est-tu dans ta tête ou pas? Je peux comprendre de laisser des fins ouvertes comme ça, mais je sais pas si pour toi aussi, Steven, la finale avec, je sais pas, le setup, j'ai pas compris. La finale est sans doute mon plus gros reproche. Là. Ça m'a laissé quand même pas mal sur ma faim. Mais je suis quand même plus positif que toi sur ce film-là. J'ai trouvé que, premièrement, c'est un ovni, comme on en a souvent à Fantasia. C'est quelque chose que quand tu regardes, tu es un peu déstabilisé, puis quand c'est terminé, tu n'es pas trop certain de qu'est-ce que tu as vu. Mais tu sais, c'est le 27e long métrage de ce réalisateur-là, et je trouve que ça paraît, c'est extrêmement maîtrisé. J'ai pas tant trouvé qu'il vaguait dans trop de genres en même temps. J'ai trouvé que ça restait juste dans une espèce d'ambiguïté quand même bien maîtrisée, parce que comme tu l'as dit, on ne sait pas si Wesley est réellement un vampire. C'est jamais dit, puis c'est jamais trop en surface, tu sais. Puis les seuls moments plus horrifiques, parce que c'est pas tant un film d'horreur, c'est plus quand une des deux sœurs fait des rêves, comme s'il y avait une connexion avec Wesley, puis là, tu tombes dans le vampirisme, ces choses-là, mais c'est jamais vraiment clair. Mais moi, qu'est-ce qui m'a vraiment plu, c'est oui, premièrement, visuellement, c'est génial. La mise en scène, j'ai trouvé ça maîtrisé. Mais moi, j'ai aimé cette interaction-là entre ces trois personnages-là, parce que Wesley, déjà en partant, tu l'as dit, il y a un gros charme de la Hammer. Il est extrêmement charismatique. Ça fait pas 2 minutes qu'il est là. Puis j'étais comme, man, il y a vraiment du charme, ce gars-là. Là. Une espèce de Christopher Lee, tout ça. Puis tu peux comprendre que les deux sœurs ont une attirance envers lui. Puis c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'à chaque souper, tu as une genre d'espèce de rivalité qui s'installe entre les sœurs. Très subtile, là. C'est vraiment pas une new phrase, mais il y a une tension qui va se mettre entre ces deux-là, une genre de compétition pour avoir Wesley. Puis vraiment, tu as une espèce d'atmosphère un peu érotique qui s'installe, qui est vraiment weird, qui est un peu relié aussi avec la nourriture. Oui, ce ne sont pas des personnages auxquels je peux m'identifier dans le sens que c'est des aristocrates, des bourgeois. C'est pas le genre de truc que je m'attache. Oui, c'est peut-être pas les dialogues les plus excitants qu'on va avoir eu, mais j'ai embarqué dans leur univers, puis un peu leur espèce de philosophie sur le temps qui passe, surtout avec Wesley, comme tu l'as dit, Olivier. Il y a une séquence avec les étoiles que j'ai trouvé vraiment géniale, la façon que c'était filmé puis la façon que c'était dit, je trouvais ça vraiment efficace. Et j'ai aimé aussi un personnage que tu n'as pas mentionné, mais une des deux sœurs, à un moment donné, commence vraiment à avoir un doute sur Wesley. Puis là, il descend dans son estime, puis elle va rencontrer un autre gars, un genre de chasseur loser. Ouais. Puis pour lui, c'est comme je le trosse pas, ce gars-là. Puis ça a l'air d'une espèce de Van Helsing des vidanges. Là. Il est vraiment crotté, il fume du pot, il est vraiment pas subtil. Mais la façon qu'il est intégré, c'est vraiment ce feeling-là, puis je trouvais ça vraiment drôle. Oui, ils fument des battes ensemble. Puis, Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est le genre de film, oublie ça, c'est le genre de film qui va en rebuter plusieurs. Là. Pour ceux qui n'aiment pas les films du studio A24 parce que c'est lent, c'est chiant, puis ça se prend trop comme arty, on est clairement dans ça. Mais. Je comparerais pas ça à un A24, par exemple. Non, parce que c'est encore pire. Je trouve que c'est encore plus lent, puis c'est encore plus. Mais j'ai. Comme je dis, moi, j'ai vraiment le feeling d'être dans du Bergman. Je trouve que ça frappe quand même assez quand tu vois le film. Mais c'est ça. J'ai adoré la proposition. Puis, c'est une œuvre vraiment bizarre. T'essayes, puis t'embarques ou t'embarques pas. Là. C'est un des deux, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis, c'est ça. J'ai apprécié vraiment la vision du réalisateur qui est quand même assez unique. Là. Je trouvais qu'il se démarquait un peu de ses influences. Là. All right. Merci, messieurs. Ça me donne pas le goût de le voir. Moi, je donne un 4.5 sur 10. Ouais? Ouais, j'ai pas aimé l'histoire. Ça a beau être beau, puis être psychédélique partout et tout, mais j'ai pas aimé l'histoire. Donc, c'est pas... J'ai vu pire que ça, là, mais j'ai...
C'est parce que c'est vraiment une tranche de vie. Tu arrives dans une tranche de vie de ces personnages-là, puis c'est pas là pour te tenir par la main, c'est pas là pour te raconter des choses, c'est vraiment que tu vas juste vivre les instants présents avec ces personnages-là. Okay. Un peu comme du Richard Linklater. Là. Ça prend pas le temps d'installer un début puis une fin. Tu arrives en plein milieu, puis tu revois ce passage-là des vies des personnages. Là. All right. Je vais faire un dernier film pour aujourd'hui. J'avoue que celui-là, là, j'ai eu le sourire d'en face du début à la fin et j'exagère pas du tout. De plasticine. Oh my God. Ça. Ouais. The Old Man Movie. C'est un film estonien. Je ne sais pas par quoi commencer, là. Je fais juste y repasser. Je fais juste y repasser, puis j'ai le sourire jusqu'aux lèvres. OK. Je vais faire l'histoire, le synopsis, OK? Ça va aider un peu. Là, on a des enfants. On a 3 enfants qui partent pour l'été habiter chez leur grand-père ou leur oncle. Je pense que c'est leur oncle. C'est celui qui est au centre, finalement, en bleu. Et là, dans cet univers-là, tout le monde est accro au lait, hein, le lait des vaches. Puis, c'est comme si chaque village, ou en tout cas, ce village-là, il y a un fermier, il y a une vache, et c'est lui qui a la charge de nourrir tout le monde en lait à chaque jour. Donc, le matin, lui, il ouvre sa grange, les gens viennent avec leur cruche, il allaite sa vache, donne du lait à tout le monde. Quand il n'y a plus de lait, c'est fini, tout le monde s'en va, puis ça recommence le lendemain. Puis là, ce qui arrive, c'est que les enfants vont chez leur père éleveur, donc, et avec sa vache, son unique vache, et ils vont, un peu innocemment, laisser la vache s'enfuir parce qu'ils ont l'impression qu'elle est maltraitée. Et là, tout le film, c'est une quête pour retrouver la vache. Il faut retrouver la vache parce que c'est pas juste que les gens n'auront plus de lait. C'est que quand une vache n'est pas de trait pendant une journée, pendant 12 heures ou 24 heures, la vache explose. C'est comme une bombe. Hein? Comme on voit en background là, sur l'affiche, une bombe nucléaire. Donc, quand la vache est pleine, ça explose. Puis, c'est arrivé avant, puis on veut pas que ça arrive à nouveau. OK, fait que ça, c'est le setup. OK, c'est ça l'histoire. Bien, évidemment, tu as toutes sortes d'affaires. Tu as un robot en arrière, tu as un ours géant. Il se passe toutes sortes d'affaires. OK, il va se passer toutes sortes d'aventures. Je vais mettre la bande-annonce, ça va à peine. Tantôt, j'ai parlé que je n'étais pas très fan d'humour pipi-caca. OK? Par contre, je dois l'admettre, ce film-là a été l'exception à la règle. Il y a un humour très immature, mais tellement bien amené, puis tellement visuellement hilarant que j'ai pas pu m'empêcher de rire fort, même aux jokes de pète. Puis ça m'arrive pas dans la vie, là, c'est extrêmement rare. Fait que moi, dans cette optique-là, déjà, pour moi, c'est un succès, c'est une réussite comme film, parce que me faire rire à des jokes de pète, c'est pas facile. Mais là, on regarde les personnages en pâte à modeler, on a aussi l'impression que c'est un film très cheap, mais en réalité, c'est vraiment, vraiment juste un choix artistique, parce qu'il y a énormément de talent de stop motion dans ce film-là. Juste ça, juste le visuel... C'est très réussi. Moi, je pensais que ça allait être un film indépendant, beaucoup plus cheap que ça quand je regardais l'affiche. Je n'ai pas regardé la bande-annonce avant de voir le film. Mais juste ça, juste ce plan-là, là, il y a énormément de travail. Puis le résultat est visuellement incroyable. On tripe sur tous les personnages, les gentils, les méchants, les idiots, parce qu'il n'en manque pas d'idiots dans ce film-là. Ah, regarde, on voit justement... mais je veux pas en dire plus parce que je vous souhaite vraiment d'avoir la chance de voir ce film-là. Je ne sais pas à quel point il va être distribué par la suite, là. C'est vraiment un film qui vaut le détour. Il est disponible en plus, si je ne me trompe pas, en VOD en ce moment.
Ouais, cette Excuse-moi, la scène-là, bande-annonce me fait rire. je le sais. Et là, il va vite, puis finalement, il roule pas partout. J'ai tellement ri fort dans cette shot-là, mais c'est comme ça presque tout le long. Tu as très peu de temps mort. Tu as des jokes tellement poussés loin, puis C'est tellement comme... louche, là, comme en ce moment, là, qu'est-ce qu'on voyait, là. Ben, Ouais, c'est oui. ça, il y a Ouais. plein de double sens. Exactement. Il y a beaucoup de double sens, mais pour vrai, là, je sais pas. Attends, un peu, là. C'était qui, ça? C'était-tu En fait, non. le Je gars voulais de pas le Poison? nommer. Non, je voulais pas le nommer parce que c'est loin dans le film. Fait que je donnerais Bret pas trop de Michaels? détails. Mais en fait, je pense que c'est une vedette du rock estonienne. Je ne le Ah, OK. connaissais pas. Il ressemblait à Bret Michaels. Mais en fait, c'est clairement une célébrité du rock, mais que je connaissais pas du tout. Donc, d'après moi, c'est une célébrité estonienne spécifiquement. Puis c'est un bel apport. C'est pas juste une gimmick, là. Il y a un beau rôle quand même dans le film. Ah, cool. Bref, moi, je suis toujours un peu vendu d'avance avec le stop motion parce que je suis fan. J'aime beaucoup ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est du stop motion que je vais apprécier, bien évidemment. Et je ne savais pas à quoi m'attendre avec cela. Je savais que ce serait de l'humour. Je trouvais que les personnages avaient l'air idiots. Ça me fait rire. Mais je pensais pas rire autant. C'est franchement à date. Je sais qu'il est encore tôt, là. J'ai pas vu grand-chose encore, mais à date, c'est dans mes coups de cœur. Et avec pourtant le synopsis, puis l'humour, puis caca, jamais je me serais attendu à ça. Mais pour vrai, j'ai adoré The Old Man Movie. Si vous êtes fan d'humour, un peu trash, mais intelligent. Si vous êtes fan de stop motion, si vous êtes fan de folie cinématographique, d'absurde et de surréalisme, The Old Man Movie, c'est pour vous. Nice. J'essaie d'y donner une note, là. C'est difficile, je trouve, d'y donner une note. Mais j'ai tellement eu de fun, j'ai envie d'y donner un beau 8 sur 10. Cool. Ouais, mais basé sur le plaisir que j'ai eu. Parce qu'il n'y a aucun doute qu'un film comme ça, d'une heure et demie, même plus, je pense que c'est 1h40, si je ne me trompe pas, c'est un gros morceau de création. Donc, à la base, juste le travail qui est investi dans ce film-là, je donnerais 8-9. Là. Mais mettons, si on se concentre sur le fun que j'ai eu, moi, j'y vais avec un beau 8 sur 10. Ouais, solide prestation. Très alléchant. All right. Sinon, bien évidemment, là, ça fait 1h30 qu'on jase au moins. Je pense que ça va être correct pour aujourd'hui. De toute façon, on va faire d'autres épisodes. On va faire. J'ai une petite entrevue qui s'en vient demain aussi qui va sortir. Mais j'aimerais faire attirer votre attention. Je pense que ça va être serré un peu. Là. L'épisode risque de sortir le même jour que sa dernière présentation à Fantasia. Il faudrait que je vérifie à quelle heure qui est, mais bon, c'est pas grave, je le mentionne. On pourra en reparler plus longuement éventuellement, mais j'ai vu PVT Chat et qui était sous la suggestion de Justine. C'est un film que j'avais pas mis dans ma liste a priori, puis suivant ses suggestions, je l'ai regardé et c'est un excellent film. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de vous en parler une prochaine fois. On regardera ça. Oui, si vous avez la chance de le voir, j'aimerais ça justement jaser avec vous, ce serait cool. Okay. Je veux qu'on parle de Class Action Park. Ah oui, ça moi je le regarde aujourd'hui, j'ai bien hâte de jaser de ça aussi. Un bon documentaire. Ouais, j'espère. aussi de Patrick. Oui, ça je vais l'écouter. Yes. On va parler de Bon ben Steve, Steve, toi tu vas parler de quoi d'abord? On l'a tout... Moi, j'aimerais beaucoup parler d'un film qui passe inaperçu, là, Survival Skill. Grosse surprise. Je veux le voir, ça. C'est mon coup de cœur du festival. Puis, je vais essayer de le mettre sur le devant de la scène parce qu'il mérite beaucoup d'amour. Eric, même quand Eric parle pas de queue, il y a quand même des queues dans les crêpes. On va dire que c'est le queue de chat pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'aimerais ça qu'on précise. C'est chaud. Mais Steven, je vais essayer de l'écouter avant qu'on fasse une autre J'essaierai aussi. rencontre. Oui, ça serait génial. Je vous le conseille fortement. Ouais.
OK. Cool. All right. Cool. Bon, ben, messieurs, merci. Steven, merci de te joindre à nous pendant le festival. C'est c'est toujours le fun. plaisir. Vous Yay. êtes vraiment gentils. J'ai eu beaucoup de fun. Puis je suis vraiment content de vous fun de retrouver, toi. les gars. C'est vraiment le fun. Ben, tu vas Oui, revenir, c'est fun. j'espère. Olivier, Eric, merci aussi. Merci à toi, Simon. Puis bon, pour nous, hein, pour ceux qui nous écoutent, hein, l'épisode est sorti mardi, mais là, on est dimanche. Et là, il approche 1h de l'après-midi, donc on s'en va probablement tous les 4 investir notre journée à d'autres films pour vous en parler plus longuement. Donc, Festival Fantasia se poursuit jusqu'au 2 septembre. C'est au festivalfantasia.com. Si vous voulez entendre plus de la douce voix de Steven, il y a son propre podcast, Les Séances de minuit, que je vous invite à découvrir, qui sont très bons. Sinon, vous pouvez suivre aussi les critiques sur Horreur Québec, signées par Eric et le reste de l'équipe. Oui, je ne suis pas tout seul. Olivier, vous pouvez le suivre en auto là, quand il va faire son épicerie. Écoute, c'est tout le temps passionnant. All right. Encore merci, la gang. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.